Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ensemble pour cette heure pour l'autonomie. On est à peu près déjà un peu plus d'une cinquantaine. Euh, alors, je vais rappeler les règles élémentaires comme à chaque séance. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce nouvel ordre pour l'autonomie. La présentation va commencer dans quelques instants. Alors, quelques petites règles pour éviter toute interférence ou écho de vos micros ont été coupés. Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons à couper votre caméra. Je vous précise également, et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, qu'il n'y aura pas d'échange direct, mais vous pouvez, et je vous y encourage, à poser vos questions, non pas dans le chat conversation, mais dans la foire aux questions qui se situe en haut à droite de votre page Teams sur la rubrique QR code. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Le support qui vous sera présenté aujourd'hui vous sera transmis à l'issue de la présentation avec le lien d'accès à la vidéo YouTube. Ce lien vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Les réponses à la foire aux questions vous seront transmises quant à elles dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation. Euh, D'ici quelques semaines avec l'invitation pour le prochain webinaire qui se déroulera le 10 février prochain. Donc, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, vous serez systématiquement destinataire de la présentation et de la foire aux questions. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important qui s'intitule la typologie des ESMS pour personnes adultes en situation de handicap et la transformation de l'offre médico-sociale. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Carole Loire, chargée de mission à la NDPH, qui va se charger de ce sujet. Carole, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur cette heure pour l'autonomie. Je suis ravie de partager cette heure-là avec vous. En effet, il s'agit d'un sujet important. Donc, ma présentation sera structurée de la façon suivante. Les notions cadrantes, un petit rappel législatif. En deuxième partie, les établissements et les services existants classiquement, j'ajouterais la transformation de l'offre et les nouveaux dispositifs, les règles métiers MDPH et les besoins de l'évaluateur MDPH pour terminer cette présentation. Les notions cadrantes, tout d'abord. La définition du handicap, la loi de 2005 définit le handicap de la façon suivante. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Nous voyons donc dans cette définition que ce n'est pas seulement ou pas l'altération de fonction qui définit le handicap, mais bien la limitation d'activité induite par cette altération de fonction dans un environnement donné. Cette loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées représente un virage inclusif pour ces personnes en situation de handicap. Elle fixe cette nouvelle définition du handicap qui introduit donc la notion d'environnement. La loi de 2005 crée les maisons départementales pour les personnes handicapées et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH. Cette loi instaure le droit et la logique de compensation. Elle réaffirme les droits des personnes en situation de handicap et les principes d'accessibilité, de droit au travail, de droit à une garantie minimum de ressources par le biais des prestations et du droit à l'intégration scolaire et sociale. Ce principe de compensation, il est le suivant. La première réponse doit toujours être celle du droit commun. Le droit commun est adapté si nécessaire et la CDAPH
via la MDPH n'intervient que si le droit commun ne peut répondre aux besoins de la personne en situation de handicap. Nous allons d'abord voir les établissements et services médico-sociaux existants, évidemment, mais historiques, ceux qui existent depuis avant la transformation de l'offre médico-sociale, dont je vous parlerai en troisième partie. Alors, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont définis à l'article L 312 du Code d'action sociale et des familles. Ils sont définis et listés de façon exhaustive dans cet article. Je ne vais pas vous les lister tous aujourd'hui, mais les ESE, donc établissements, services sociaux et médico-sociaux, vont donc regrouper les établissements et services sociaux et les établissements et services médico-sociaux. Donc, les établissements sociaux, ce sont à titre d'exemple, les établissements et services pour personnes âgées, les établissements et services qui relèvent de la protection de l'enfance, les centres d'hébergement que sont les foyers jeunes travailleurs, les CADA, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Aujourd'hui, ce ne sont pas les établissements et services sociaux qui vont nous intéresser, mais je vais vous parler des établissements et services médico-sociaux spécifiquement pour personnes adultes reconnues en situation du handicap. Ce sont bien eux qui vont nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire que pour être admis dans ces établissements, il est nécessaire d'avoir adressé une demande à la MDPH et que la CDPH ait statué sur ce droit en orientation médico-sociale. La CDPH, elle est définie par les articles L241, vous les trouverez dans le PowerPoint, je vais vous épargner les explications législatives. Donc, pour rappel, la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc CDAPH, statue sur les droits de la personne handicapée après évaluation du fameux dossier MDPH par les équipes pluridisciplinaires de la maison départementale des personnes handicapées. Lorsque la CDAPH se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, elle le notifie dans un courrier adressé à l'usager. Elle notifie donc un ou des types d'établissements, services médico-sociaux qui correspondent à ses besoins. Elle lui indique des exemples d'établissements ou services qui sont situés dans les environs de son domicile. Alors, ici, une vision un peu claire et simplifiée des établissements et services médico-sociaux. Donc, les services, les SAVS, je les définirai plus précisément tout à l'heure. Donc, dans les services, les SAVS et les SAMSA, qui s'adressent aux personnes en situation de handicap les plus autonomes. Ensuite, les EANM, donc les établissements d'accueil non médicalisés, les établissements d'accueil médicalisés, EAM, et les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les établissements d'accueil médicalisés ou, nous le verrons tout à l'heure, femmes et MAS étant les établissements qui accueillent les personnes les plus lourdement handicapées. Les services tout d'abord. Donc, les services d'accompagnement à la vie sociale, leur mission est d'accompagner le maintien ou la restauration des liens sociaux dans le milieu familial, scolaire, universitaire ou professionnel. Il s'agit d'une assistance et d'un accompagnement en milieu ouvert dans tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne selon les besoins de la personne. Leur public, ce sont des adultes en situation de handicap qui disposent d'une relative autonomie, mais qui ont besoin d'un soutien dans leur lieu de vie quotidienne. La notification CDAPH est celle vers un SAVS, donc pour rappel, service d'accompagnement à la vie sociale, et les SAVS sont financés par le département.
Le taux d'encadrement dans un SAVS est d'environ 0,11 équivalent temps plein par personne accompagnée. Pardon, j'ai un souci technique sur le défilé. Donc, on revient au service d'accompagnement. Donc, après les SAVS, avec euh, existe après, non pas après, mais en complément et en parallèle des SAVS, existent les SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Leurs missions sont les mêmes que les SAVS, mais les SAMSA vont accompagner également sur la dimension santé, sur la dimension thérapeutique. Donc, faciliter l'accès aux soins, coordonner les soins médicaux et veiller à ce que l'usager puisse être suivi et accompagné médicalement régulièrement. Le public, il s'agit donc d'adultes en situation de handicap qui disposent également d'une relative autonomie, mais qui ont besoin d'un soutien dans leur vie quotidienne, ainsi que sur une dimension thérapeutique. On a là les deux aspects, vie quotidienne et dimension thérapeutique en ce qui concerne la nécessité et le besoin d'accompagnement. La décision CDAPH étant une notification SAMSA, les SAMSA sont financés à la fois par le département et l'assurance maladie sur la partie, puisqu'il existe un accompagnement au niveau de la santé. Le taux d'encadrement est de 0,22 ET équivalent temps plein par personne accueillie, donc à peu près le double, le double exactement du ratio d'encadrement des SAVS. Les établissements, maintenant. Alors, les foyers, on va procéder pour les établissements de la même façon, les établissements qui accueillent les personnes les plus autonomes jusqu'aux établissements qui accueillent les personnes les plus lourdement handicapées. Donc, les foyers d'hébergement, FH. Alors, les foyers d'hébergement, les foyers de vie et les foyers occupationnels que nous allons voir dans les deux prochaines slides font partie des établissements d'accueil non médicalisé, EANM. Donc, en ce qui concerne les foyers d'hébergement, leur mission sont des lieux de vie qui accueillent des travailleurs handicapés en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Leur organisation vise à garantir un maximum d'autonomie dans la vie quotidienne et les loisirs. Il s'agit d'un accompagnement éducatif et social en début de journée, le soir et en fin de semaine. Le public, ce sont donc des adultes en situation de handicap qui exercent une activité la journée en ESAT donc ou en milieu ordinaire. Ce sont des adultes avec suffisamment d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Ce sont des adultes plutôt autonomes. La notification de CDAPH va donc être une notification EANM, établissement d'accueil non médicalisé, avec une précision foyer d'hébergement. Ils sont financés par le département et il existe une participation de l'usager sur la partie hébergement, sur cette partie hébergement. Le taux d'encadrement est de 0,45 équivalent temps plein par personne accueillie. Nous passons au foyer de vie, au foyer occupationnel. Leurs missions sont également des unités de vie. Leurs missions sont d'accompagner sur le plan médico-social, d'offrir des activités, de proposer des activités occupationnelles quotidiennes et ludiques, des activités sportives. Ces établissements ne sont pas médicalisés. Ils s'adressent à des adultes handicapés qui ne disposent pas ou plus d'une autonomie suffisante pour travailler, même en milieu protégé, mais qui disposent d'une autonomie physique et intellectuelle qui ne relève pas d'une maison d'accueil spécialisée ou d'un établissement d'accueil médicalisé ou d'un foyer d'hébergement. Certains d'entre eux accueillent des personnes en situation de handicap qui étaient précédemment travailleurs en ESAT, donc en milieu adapté, en milieu de travail adapté, mais dont l'avancée en âge et les problèmes physiques ne leur permettent plus d'y être maintenus. La notification CDAPH est une notification
établissement d'accueil non médicalisé avec une précision foyer de vie ou foyer occupationnel. Le financement, il est assuré par le département, de la même façon que pour les foyers d'hébergement, l'usager participe à ces frais d'hébergement. L'encadrement est un peu supérieur à celui des foyers d'hébergement avec 0,67 équivalent temps plein par personne accueillie. Nous arrivons aux établissements d'accueil médicalisés. Ce sont donc EAM, dont vous pourrez aussi continuer à entendre parler en parlant de FAM, foyer d'accueil médicalisé. Donc, ce sont des unités de vie pour adultes handicapés inaptes à une activité professionnelle. Les EAM ou les FAM assurent un suivi médical et des soins constants. Ils promeuvent et maintiennent également l'autonomie. Ils proposent des activités sociales, culturelles, des activités pour maintenir les acquis et un soutien psychologique et éducatif. Ils s'adressent à des adultes lourdement handicapés, physiquement et ou mentalement, porteurs de déficiences intellectuelles, de handicap psychique ou atteints de handicap associé. Leur dépendance est totale ou partielle. Pardon, un invité surprise. Cette dépendance rend nécessaire l'assistance à une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants. La notification est une notification EAM, établissement d'accueil médicalisé. Il s'agit d'établissements cofinancés par le département sur la partie hébergement, par l'assurance maladie sur la partie soins, avec une participation de l'usager sur la partie hébergement également. Le ratio d'encadrement est un peu plus d'un équivalent temps plein par personne accueillie, ce qui nous aide à mesurer l'importance de l'accompagnement nécessaire pour ces personnes accueillies en établissement d'accueil médicalisé. Alors, excusez-moi, mais j'ai du mal à faire des... Les maisons d'accueil spécialisées. Nous arrivons maintenant à ces établissements qui accueillent les personnes les plus lourdement handicapées. Ce sont des unités de vie qui accordent une aide constante, une surveillance médicale et une prise en charge thérapeutique. Il y a bien sûr une aide à la vie courante et aux soins d'entretien. Il y a également des activités sociales, culturelles, des activités pour maintenir les acquis et un soutien psychologique et éducatif. Ce sont les adultes très lourdement handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ou qui n'ont plus d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. On est là dans une dépendance totale. La notification est une notification masse. Le financement est assuré en totalité par l'assurance maladie. Ces établissements sont autorisés par l'Agence régionale de santé. Le ratio d'encadrement est de plus d'un équivalent temps plein par personne accueillie, un réseau de 1,2. La transformation de l'offre médico-sociale, dont nous entendons beaucoup parler dans nos milieux sociaux et médico-sociaux. Alors, elle émane le premier événement de cette transformation, c'est en 2013 une décision de justice qui condamne l'État pour défaut de prise en charge d'une jeune fille en rupture de parcours. De cette décision de justice va émaner une petite année plus tard le rapport établi par Denis Piveteau qui s'intitule Zéro sans solution. Alors, ce rapport, il est disponible sur le net. C'est une somme de constats et de réflexions passionnantes. Je vous invite à vous y pencher si vous le souhaitez. Mais s'il fallait le résumer, c'est le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Il s'agit d'une refonte de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce rapport vise à garantir qu'aucune personne en situation de handicap
ce rapport et les actions qui vont s'en suivre ont pour objectif de garantir qu'aucune personne en situation de handicap ne reste sans solution adaptée. Il s'agit de sortir de la logique « je suis en établissement, je dois intégrer et rester en établissement » à une logique d'inclusion, de réaffirmation de l'inclusion sociale. Les enjeux de la transformation sociale, de ce rapport Pifto, va émaner une circulaire dont je vous épargnerai la référence juridique. C'est une circulaire de mai 2007 qui est relative donc à la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes handicapées. Dans le cadre de la démarche RAPT, Réponse accompagnée pour tous, et de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale. Cette circulaire fixe les objectifs de la transformation de l'offre, les chantiers à mettre en œuvre, les moyens à disposition. Concrètement, cette circulaire et la transformation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap va être dès lors en pleine mutation sur les modalités d'accueil et d'intervention et les pratiques professionnelles. Je vais vous lire un extrait de cette circulaire qui en illustre bien le fondement. Les besoins exprimés par les personnes en situation de handicap ont évolué et la réponse sous la forme de place dans un établissement ou un service, si elle peut encore être pertinente, ne suffit plus pour tenir compte de la diversité des aspirations des personnes. Donc, les principaux objectifs de cette circulaire sont de partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de leurs aidants. On va insister sur la notion de pouvoir d'agir et d'autodétermination, de promouvoir les capacités et la participation de ces personnes en situation de handicap, mais aussi favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et conforme aux besoins et aux projets de vie, répondre à la logique d'un parcours global qui allie précocité des interventions et renforcement de cette notion d'inclusion sociale. Il s'agit également de mieux répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes en fonction du type de handicap, et donc d'anticiper, de prévenir et gérer les ruptures de parcours. Pour répondre à ces divers objectifs et ces nobles objectifs, des grands chantiers sont conduits depuis cette circulaire. Ils seront listés dans le PowerPoint qui vous parviendra. Néanmoins, ce que je vais aborder ou j'ai abordé avec vous aujourd'hui, les chantiers suivants, le déploiement des fonctionnements en dispositifs intégrés et en unités innovantes pour les établissements et services médico-sociaux, le déploiement de services informatiques au service de la coordination des parcours. Bien sûr, cette circulaire réaffirme l'accès et le maintien dans l'emploi. En ce qui concerne les départs en Belgique, qu'elle a également évoqué, il ne s'agit pas d'interdire les départs en ESMS belge, si tel est le choix de la personne, mais de favoriser les admissions en France et de vérifier l'adéquation de l'ESMS belge aux besoins de la personne. Je ne m'attarderai pas, mais cette circulaire refonde aussi le financement des ESMS par le projet Séraphin, qui vise à modifier le mode de financement et les bases du financement des ESMS. On l'a donc vu, en plus et en complément, il ne s'agit pas de les remplacer, il s'agit d'offrir d'autres alternatives, mais en plus et en complément des catégories d'établissements, services et médico-sociaux mentionnés précédemment, apparaissent de nouveaux dispositifs et de nouvelles modalités d'accompagnement. Je vais vous balancer les acronymes là, mais je les détaillerai dans les slides suivantes. Donc, les UVCP, les femmes et les masses externalisées, le DASMO, les UVPHA et les UAS du côté des services. Suite au décret de 2017, un décret de simplification des nomenclatures,
Donc, pour résumer, les MAS restent des MAS, les femmes, les foyers d'accueil médicalisés deviennent des établissements d'accueil médicalisés. Par contre, et c'est là l'essentiel de la simplification de cette nomenclature, les foyers d'hébergement, les foyers de vie et les foyers occupationnels sont regroupés sous l'appellation EANM, établissement d'accueil non médicalisé. Il est visé une souplesse et une fluidité entre ces établissements. Les SAVS restent des SAVS, les SAMSA demeurent également des SAMSA dans cette nouvelle nomenclature. Donc, pour résumer, la volonté nationale avec cette loi 2005, les constats du rapport Pifto et la circulaire 2017 est bien de remplacer la logique de place dans les établissements ou de compléter, remplacer, en fait, on complète les places en établissement et on insiste sur la logique de parcours et d'inclusion. Dans ce contexte, des dispositifs et des unités novateurs ont donc été créés comme les DASMO, donc les DASMO qui peuvent être aussi appelés selon la terminologie choisie par des femmes ou des masses externalisées, hein, ce sont des dispositifs qui se rapprochent. Donc, il s'agit de soutenir la vie au domicile de la personne en situation de handicap et de l'aidant, d'accompagner le retour ou le maintien dans le milieu de vie ordinaire des personnes, évidemment d'assurer un accompagnement médical et paramédical soutenu, ainsi que des soins réguliers et coordonnés, ainsi qu'un accompagnement social et médico-social en milieu ordinaire. Évidemment, il y a toujours un apprentissage ou un soutien de l'autonomie existante. Pour les DASMO, les femmes, les MAS s'adressent à des personnes plutôt lourdement handicapées, porteurs de handicap complexe. Il s'agit bien sûr de personnes qui ne sont pas accueillies en établissement. On est bien sur des dispositifs, donc sur des services qui accompagnent et soignent en milieu ouvert. La notification est une notification masse avec une précision d'ASMO ou femme externalisée ou masse externalisée selon la terminologie choisie par les établissements, par ces services. Le financement, il s'agit d'un financement par l'assurance maladie. Les unités de vie comportement problème, donc UVCP, ces unités s'adressent à des adultes ou jeunes adultes, on le verra tout à l'heure sur l'âge des publics, plutôt lourdement handicapés, qui présentent, en plus de leur handicap, des comportements problèmes ou comportements défis, comme les a appelés le rapport Pifto, qui ne leur permettent pas ou ne leur permettent plus de se maintenir dans un ESMS, j'allais dire classique. Il s'agit d'unités de vie à vocation transitoire qui vise à apaiser la personne, réduire les troubles du comportement et pour penser par la suite une solution d'accompagnement durable adaptée à ses besoins. Il s'agit d'un public âgé de 16 ans ou plus de 16 ans qui présente donc des troubles sévères de type psychique ou autistique, de type handicap psychique ou autistique, porteurs de troubles du neurodéveloppement sévères, associés à des comportements problèmes ou comportements défis majeurs. Pour ces publics, il peut y avoir ou il y a eu une notion de rupture de parcours, puisque du fait que leur comportement problème, entre guillemets, les empêchait de demeurer en établissement médico-social classique. Il s'agit d'une notification MAS-FAM avec précision de droit UVCP. Les UVCP sont financés par l'assurance maladie. Nous allons parler des unités de vie pour personnes handicapées âgées, donc les UVPHA, ou parfois appelées également UVPHV, le V pour vieillissante remplaçant alors le A de âgé. Donc les missions ce sont des unités de vie
pour des personnes adultes handicapées âgées, inaptes à une activité professionnelle. Il s'agit d'assurer un suivi médical et des soins constants et de promouvoir et maintenir l'autonomie restante. Elle propose des activités sociales, culturelles, des activités pour maintenir les acquis et un soutien psychologique et éducatif. Ces unités sont adossées à des EHPAD. C'est ce qui fait leur particularité. Leurs publics sont des personnes âgées de 55 ans ou plus en situation de handicap qui présentent des signes de vieillissement, fatigabilité, perte d'autonomie, aggravation ou apparition de problèmes de santé, baisse du rythme de vie. La nécessité de prise en charge médicale est de légère à lourde. La notification CDAPH est une notification établissement d'accueil médicalisé avec une précision de droit UVPHA. Ces UVPHA sont financés à la fois par l'assurance maladie et le département. Je voulais également vous parler des UAS, qui sont des unités d'accompagnement et de soutien qui ont été également créées dans le cadre de la transformation de l'offre. Les UAS peuvent être apparentés à des SAMSA psy, hein, donc les UAS accompagnent des personnes en situation de handicap psychique dont le projet de vie est de rester au domicile. Il s'agit là encore, d'un service en milieu ouvert avec une temporalité de prise en charge plus courte qu'un SAMSA classique. Ces UAS sont financées par l'ARS puisqu'elles sont adossées à des maisons d'accueil spécialisées, bien qu'elles ne s'adressent pas à un public dont le profil est celui d'une maison d'accueil spécialisée. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette présentation et de cette heure pour l'autonomie. Je vais aborder avec vous les règles métiers de la MDPH concernant les orientations médico-sociales et les besoins de l'évaluateur. D'abord, il me semble très important de vous rappeler ou de vous informer que la démarche d'évaluation par la maison départementale des personnes handicapées vers un ESMS, mais aussi pour tout dossier de demande d'usager, est une analyse multidimensionnelle qui vise à orienter la personne vers le besoin de compensation qui lui correspond le mieux et lui adresser un droit à des prestations qui lui correspondent et répondent à son besoin. Il en va de même donc pour le dossier de MDPH de demande d'un ESMS. Les équipes vont donc analyser tous les volets du CERFA, donc le volet consacré à la déficience et au retentissement du handicap, le projet de vie, le parcours de la personne, son autonomie dans le quotidien, bien sûr les certificats médicaux. Les bilans médicaux et paramédicaux sont extrêmement importants, mais aussi la partie aidant. Tous ces éléments vont concourir à l'évaluation et aboutir à une évaluation efficiente des équipes pluridisciplinaires. Les règles de l'orientation en orientation médico-sociale pour une première demande d'orientation médico-sociale, hein, donc pour une entrée en service ou en établissement médico-social, la CDAPH propose strictement et uniquement l'orientation qui correspond aux besoins de la personne. Il s'agit dans notre jargon de l'orientation cible. Une orientation alternative peut être proposée s'il y a déjà une orientation en cours et que des preuves et explications des motivations de possibles mises en œuvre de cette orientation alternative peuvent être apportées. Les orientations cibles et alternatives sont en adéquation toutes les deux avec le projet de la personne et la mobilisation d'une orientation alternative doit, selon les règles de la MDPH, demeurer dérogatoire et exceptionnelle. Cette orientation cible, c'est donc celle qui répond strictement aux besoins de la personne sans prendre en compte l'offre médico-sociale et la disponibilité de places dans les services ou dans les établissements. Donc, on ne prend pas en compte ces contraintes.
L'orientation alternative est une orientation de la personne vers une typologie de SMS autre que l'orientation cible, soit car aucun ESMS cible ne peut l'accueillir faute de place, ou pour une autre raison qui est motivée et qui va devoir être justifiée dans la nouvelle demande. On prend en compte les contraintes de l'offre, les difficultés pour l'usager d'accéder à son orientation cible et la notion de parcours personnalisé. Ce peut être quand le profil d'une personne peut être à la frontière entre les conditions d'admission entre plusieurs établissements. J'ai une orientation cible en masse, mais une femme plus près de chez moi accepte de m'accueillir. J'interpelle donc, ou mes représentants légaux, ou mes aidants interpellent la MDPH pour expliquer cette situation et solliciter qu'une orientation alternative puisse être décidée. Je vous parlais tout à l'heure dans les grands chantiers de la circulaire 2017 de services informatiques développés pour faciliter la coordination des parcours. C'est le cas de Via Trajectoire, dont vous avez un visuel ici. Hein, il y a un Via Trajectoire personnes âgées, mais il y a aussi un Via Trajectoire personnes en situation de handicap. À quoi sert Via Trajectoire? C'est un annuaire des établissements sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire que le grand public, tout usager, peut accéder au listing des établissements sociaux et médico-sociaux sur le territoire national. Mais c'est aussi et surtout un outil de pilotage et de suivi des décisions d'orientation entre la MDPH, l'Agence régionale de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux. En tant qu'usager, je peux mobiliser Via Trajectoire pour rechercher un ou des ESMS qui correspondent à ma notification CDAPH et à solliciter mon admission. On le verra ensuite dans les slides suivantes. Je vais vous parler du DUA, donc dossier unique d'admission qui se déploie actuellement. Dans la notification CDAPH, il m'est indiqué des ESMS à titre d'exemple, qui correspondent à mon besoin de compensation et qui correspondent à la typologie de SMS qui a été statuée par la CDRPH. Les avantages de Via Trajectoire, pour l'usager, donc avoir accès à l'annuaire de l'offre médico-sociale. Pour la MDPH, il s'agit de suivre les décisions d'orientation et de prévenir les ruptures de parcours. Et pour les autorités de régulation, une vision plus juste des besoins sur le territoire pour un meilleur pilotage de l'offre en établissement et services médico-social. L'actualité de Via Trajectoire, c'est la présentation et le déploiement du dossier unique d'admission. Qu'est-ce donc? Il s'agit d'un dossier unique d'admission, donc d'un formulaire dématérialisé qui est intégré au module handicap de Via Trajectoire. Qui est concerné? L'ensemble des personnes en situation de handicap qui disposent d'une orientation déjà émise par la CDAPH vers un établissement ou un service médico-social. Il s'agit d'un dossier unique qui peut être adressé à n'importe quel établissement ou service médico-social du territoire national. Qui peut le renseigner? Il est rempli par la personne en situation de handicap, un proche aidant ou un établissement, ou le service professionnel qui accompagne dans la démarche. Il n'y a qu'un dossier unique d'admission. À terme, les dossiers d'admission propres à chaque ESMS vont disparaître et vont être remplacés, selon la volonté nationale, par le dossier unique d'admission. Nous arrivons à notre dernière slide et à notre fin de cette heure pour l'autonomie. Donc, je vais me permettre de vous rappeler qu'un dossier de demande d'orientation médico-sociale complet permet une compréhension et évaluation encore plus efficiente de la demande et de la situation de l'usager. Cette complétude évite ou peut éviter les demandes de renseignements complémentaires. Les différents volets du CERFA du dossier MDPH sont donc tous importants à remplir. Le projet de vie, le parcours de la personne, les bilans médicaux et paramédicaux, l'autonomie de la personne dans la vie quotidienne et le
retentissement du handicap dans cette vie quotidienne, ainsi que la partie aidant. Ça, ce sont des volets qui concernent toutes les demandes NDPH. En ce qui concerne les demandes d'orientation médico-sociale, les bilans et notes de vous, hein, de nos partenaires, des professionnels, des représentants légaux, des professionnels des ESMS qui accompagnent la personne. Ces bilans, ces notes sont des outils de référence clés au cours du processus d'évaluation de la demande d'orientation médico-sociale. N'hésitez pas à les joindre au dossier. Merci à vous pour votre attention. Bien, merci Carole pour cette présentation. Je remercie également l'ensemble des collègues impliqués dans cette présentation. Voilà, je vous donne. Alors, sachez que le document va vous être envoyé dans quelques jours, hein, ainsi que la foire aux questions. Le prochain Heure de l'autonomie aura lieu le 10 février prochain, avec pour sujet l'accueil familial. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et à très bientôt. Au revoir.